Bonjour, bienvenue à Maths-Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, cette vidéo est une vidéo dans la playlist analyse et on va voir la notion de limite d'une fonction à valeur réelle. Alors, une notion très importante puisque sur la base de la limite, on peut définir la continuité et la dérivabilité. Les notions de continuité et de dérivabilité sont deux notions qui sont définies à l'aide de limites. Alors la notion de limite est une notion très délicate dans le sens que la définition, donc il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour avoir une définition mathématique rigoureuse de cette notion. Et du coup, pour les étudiants, la définition en elle-même peut poser des problèmes, bien que après, les étudiants sont à l'aise dans les calculs des limites. Bon, alors, pour quelqu'un qui veut faire des mathématiques, il est important de aborder cette définition et de lui consacrer un peu de temps. Voilà, parce que après, dans la suite, cette notion va aussi apparaître dans le contexte de fonctions de plusieurs variables et plus tard pour des fonctions sur des espaces métriques. Voilà, alors donc j'ai essayé de consacrer un peu de temps à la définition et donc j'invite les étudiants à ne pas, dépasser cette partie et de lui consacrer un peu de temps. Voilà, alors voilà, donc si tu es nouveau, donc tu peux aller faire un tour du côté de la chaîne. Il y a des playlists qui peuvent t'intéresser. Alors liker, s'abonner, partager, faire des commentaires, ce sont des choses que le logarithme YouTube apprécie et utilise pour proposer le contenu à un large public. Voilà, alors allons-y. On va définir la notion de limite d'une fonction. Donc I est un intervalle de R ou une partie de R. Et on prend A et L qui peuvent être réels, mais qui peuvent aussi être égales à plus l'infini ou moins l'infini. Et donc l'objectif, c'est de définir la notion de limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L. On va définir qu'est-ce que ça veut dire la limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L. Bon, alors, cette notion intuitivement voudra dire que quand x s'approche de A, f de x s'approche de L. Alors, pour exprimer la notion approcher, un élément approche un autre élément, on aura besoin de la notion de voisinage. Alors bon, c'est pas... je vais définir ce que c'est qu'un voisinage. Alors n'ayez pas peur, c'est pas quelque chose de très compliqué, vous allez le saisir rapidement. Mais bon, l'objectif c'est de donner une définition générale et de l'appliquer aux différents cas particuliers qu'ont A et L et dans R union plus l'infini moins l'infini. Voilà, donc je définis un point, un nombre, donc un voisinage de A. Alors A, ça peut être fini ou infini. Alors qu'est-ce que j'entends par un voisinage de A? Donc je note V de A, l'ensemble des voisinages. Alors c'est facile. Si A est dans R, les voisinages de A ils sont de la forme A moins R, A plus R. Donc ce sont des intervalles centrés en A et de rayon petit r. Donc voilà ce qu'on entend par un voisinage d'un nombre réel dans A. Donc dire que V est un voisinage, ça veut dire qu'il s'écrit de la forme A moins R, A plus R.
Alors un voisinage de l'infini, ben, c'est un intervalle de la forme a plus l'infini avec a positif. Alors il faut penser à a comme quelque chose de très grand. Voilà, donc être au voisinage de l'infini, c'est dépasser des valeurs très grandes de a. Et pour moi, l'infini, ben, c'est un voisinage, c'est juste un intervalle de la forme moins l'infini a. Alors avec a négatif, il faut penser à a en valeur absolue très très grand. Voilà, donc c'est ça la notion de voisinage. Alors maintenant, avec ça, on peut écrire la définition de la limite. Alors je dis que que la limite lorsque x tend vers a de f de x égale à L, si chaque fois que je prends un voisinage de L, il va exister un voisinage de A tel que pour tout x dans le voisinage de A, f de x est dans le voisinage. Donc ça veut dire que quand x est dans le voisinage de A, donc ça veut dire que x s'approche de petit a, f de x est dans le voisinage de L, f de x s'approche de L. Voilà. Bon, alors maintenant, on va exprimer cette définition en remplaçant les voisinages par ces valeurs-là. Voilà, alors donc maintenant, dire que x appartient à un voisinage de A de la forme moins R, A plus R, donc ça veut dire que x moins A en valeur absolue est inférieur ou égal à R. Donc écrire ça, c'est la même chose que d'écrire que x moins a est inférieur ou égal à r. Alors écrire que x est dans un voisinage de l'infini, ça veut dire que x est supérieur ou égal à a. Et dire que x est dans le voisinage, ça veut dire que x, voilà. Alors maintenant, on va utiliser ça pour réécrire la définition. Donc cette définition, quel que soit v dans un voisinage de L, il existe un voisinage de A, tel que chaque fois que x est dans le voisinage de A, f de x est dans le voisinage de L. Bon, alors dire que je prends un voisinage de L, donc ça veut dire que je prends un intervalle de la forme L moins epsilon, L plus epsilon. Donc ça veut dire que je prends un epsilon tel que, voilà. Et dire qu'il existe un voisinage de A, donc ça veut dire qu'il existe un intervalle de la forme A moins R, A plus R, plus delta ici, je choisis delta. Et donc dire que ça, x est dans U, ça veut dire ça, entraîne ça. Donc voilà l'écriture. Alors ici, j'ai fait ça dans le cas où A et L sont finis. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, et donc ça c'est un très très bon exercice avant de continuer. Alors essayez d'exprimer ça pour, par exemple, A est fini, L égale à plus l'infini, ou bien A fini, L égale à moins l'infini, ou bien A égale à plus l'infini et L fini, les autres cas. Voilà, et donc vous allez aboutir à la définition de la limite lorsque x tend vers A. Voilà. Donc voilà, donc je vous invite à faire ça, et donc si vous faites ça, si vous prenez le temps de s'arrêter, donc vous aurez compris la définition de la limite. Alors voilà, donc alors maintenant on va le faire. Donc voilà, donc je vais avoir les différentes définitions. Alors la limite lorsque x tend vers a de f de x égale à x. Lorsque a et L est fini, ça veut dire que quel que soit epsilon, il existe delta tel que x moins 1 inférieur à delta, f de x moins L inférieur à epsilon. Donc ça c'est x dans le voisinage de A, et ça c'est f de x dans le voisinage de L. Alors maintenant, si A est dans R et L est infini, donc je écris la limite lorsque x, donc là, L, donc je suis au voisinage de l'infini. Donc ce qui va changer par rapport à ça, c'est écrire que f de x est au voisinage de l'infini.
Et donc ça veut dire que f de x est supérieur à a pour un a donné. Et voilà les autres cas, a égale à moins l'infini. Donc là, dans ce cas-là, je vais avoir ici la condition que x est dans le voisinage de plus l'infini. Donc je vais avoir ça. Et donc je peux continuer moins l'infini plus l'infini. Donc ça veut dire que je suis au voisinage de plus l'infini moins l'infini. Donc ça c'est être au voisinage de plus l'infini. Et ça c'est être au voisinage de moins l'infini. Et voilà, donc voilà les autres cas. Voilà, donc vous avez toutes les situations et tous ils reposent sur une même définition. Donc quel que soit V un voisinage de la limite, il existe un voisinage du point dans lequel on calcule la limite, tel que si x est dans le voisinage du point, f de x est au voisinage de la limite. Voilà, et donc maintenant, vous avez la définition de la limite et les différentes définitions. Voilà, alors donc je vous invite à prendre le temps de comprendre cette partie. Même, bon, je sais que les étudiants n'aiment pas manipuler ces trucs-là, mais il est important pour quelqu'un qui veut faire des mathématiques de comprendre ça parce que cette définition, une fois que vous l'avez compris, il va réapparaître dans les autres contextes quand vous allez étudier les fonctions de plusieurs variables, ou si vous aurez une définition qui va être la même, sauf qu'il faut exprimer la notion de voisinage dans ce contexte-là. Voilà. Alors, maintenant, des exemples. Donc, je considère la fonction x au cube et je veux montrer que la limite lorsque x tend vers 1 de f de x égale à 1. Donc, je dois montrer que quel que soit epsilon positif, il existe un delta positif tel que valeur absolue de x moins 1 inférieure à delta entraîne que valeur absolue de f de x moins 1 est inférieure à epsilon. Voilà, donc c'est ça. Donc je prends un epsilon, je cherche un delta tel que si j'ai ça pour tout x là-dedans, x moins 1 au cube est inférieur à epsilon. Donc je vais écrire, je prends un x là-dedans et j'écris cette condition. Je vais voir comment je peux arriver à montrer ça en trouvant le delta en question. Alors quand j'écris x moins 1 au cube, donc ça c'est valeur absolue de x moins 1, x, voilà, alors ça c'est inférieur à valeur absolue de x carré plus valeur absolue de x plus 1. Alors x est dans l'intervalle moins de 2, donc ça veut dire sa valeur absolue est plus petite que 2, donc sa valeur absolue au carré est plus petite que 4. Ici c'est 2, et ici c'est 1, donc on va trouver ici 7. Alors voilà, donc là c'est 7, c'est pas 6. Bon, ça c'est pas très grave, et donc voilà. Donc maintenant, je veux montrer quel est le delta qui va me dire que si j'ai ça inférieur à delta, ça va être inférieur à epsilon. Ben, il suffit de prendre delta égale à epsilon sur 6. Donc ici, si je prends delta égale à epsilon sur 7, ici, je vais trouver ce qu'il faut. Voilà, donc voilà. Alors ça aussi, il faut s'asseoir et faire cet exemple. Et quand une fois vous allez sentir comment montrer la limite avec la définition. Alors, la même chose ici pour la limite en plus l'infini de 1 sur xn. Donc je vais montrer celle-là et l'autre, bon, je vous la laisse faire. Donc je dois montrer que quel que soit epsilon, donc un voisinage de 0, il existe un voisinage de plus l'infini, donc un voisinage de plus l'infini c'est un a plus l'infini,
tel que si j'ai ça, j'aurai ceci entraîne ça. Donc là, la même chose, je vais prendre cette condition et l'écrire. Donc ça, je passe valeur absolue de xn ici, je fais 1 sur epsilon et je passe à la racine. Donc je vois bien que si x est supérieur à cette quantité, f de x est supérieur, donc le a c'est ça. Et on prend a supérieur et j'aurai là. Donc voilà, donc là je vous invite à faire le k moins l'infini. C'est fait de la même manière. Voilà, donc voilà, alors maintenant là le scope de cet exercice, c'est qu'on a un moyen de caractériser les limites de fonction à l'aide des limites des suites. Et ce moyen est très très efficace et permet, donc on va voir que ça va nous permettre, en utilisant ce qu'on sait sur les suites, de montrer beaucoup de résultats sur les fonctions, les limites de fonctions, voilà, sans trop de difficultés. Alors, la proposition, donc on a les assertions suivantes sont équivalentes. La limite lorsque x tend vers a de f de x égale à L, et bien si seulement si, pour toute suite xn de points de i qui convergent vers a, la limite de f de xn converge vers L. Alors bien sûr, a et L, ils peuvent être infinis, cette proposition a un sens dans toutes les situations des limites. Voilà, donc pour montrer que la limite lorsque x de f de x égale à L, il suffit de montrer que pour toute suite xn de points de i, si xn tend vers a, f de xn égale à L. Et vous avez la réciproque. Si vous montrez ça, eh bien vous avez la limite. Donc ça s'appelle une caractérisation. Donc vous pouvez utiliser le 2 pour montrer ça. Et il est souvent facile de manipuler les suites. Et donc voilà, donc ça c'est une proposition très très importante. Ça, comme je l'ai dit, c'est le scoop de ce chapitre. Donc il faut le garder en tête. Alors on va le démontrer. Alors bien sûr, f il est défini sur un intervalle i. Alors la démonstration, donc 1 entraîne 2, donc je vais supposer que j'ai la limite avec la définition que j'ai donnée avec les epsilon et les delta. Alors ici je vais le faire dans le cas a fini et L fini, mais vous pouvez faire les autres cas, a égale à plus l'infini, ça c'est la même chose. Alors donc, et je veux montrer 2, donc c'est-à-dire je prends une suite de points de i qui convergent vers a, et je veux montrer que f de xn converge vers f de a. Alors pour montrer que f de xn converge vers f de a, il faut que je montre que quel que soit epsilon, il existe un rond grand N tel que quel que soit n supérieur à ce rond, f de xn moins L est inférieur à epsilon. Donc je prends un epsilon. Alors maintenant, bon, j'ai cet epsilon, j'ai cette hypothèse, donc j'écris ça. J'écris qu'est-ce que ça veut dire la limite. Donc ça va m'entraîner qu'il va exister un delta tel que si x moins a est inférieur à delta, f de x de L moins inférieur à epsilon. Donc là, j'ai utilisé mon hypothèse. Alors maintenant, j'ai aussi une autre hypothèse, c'est que la suite xn converge vers a. Donc, il va exister un rond tel que quel que soit n supérieur à n, xn moins a est inférieur ou égal à delta. Donc là, j'ai utilisé la définition de la suite. Alors j'ai donné, il y a une vidéo sur les suites que vous pouvez regarder pour se rappeler les notions de convergence de suite. Alors maintenant, ben, si je combine ça et ça, je vais avoir que quel que soit n supérieur ou égal à n, j'ai ça, xn
moins a est inférieur à delta, donc f de xn moins L est inférieur à epsilon. Et donc voilà, j'ai montré que quel que soit epsilon, il existe un rang n tel que pour tout n supérieur à n, f de xn moins L est inférieur ou égal à epsilon. Et ça, c'est exactement la définition de la limite du fait que f de xn converge vers L. Donc, j'ai montré que 1 entraîne 2. Alors maintenant, 2 entraîne 1. On va montrer la contraposée. Donc, je vais montrer que non i entraîne non 2i. Alors, donc, je vais supposer non i. Alors, non i, ça veut dire que la suite ne converge pas vers L. Alors, donc, je dois écrire la négation de ça. Donc, ça, c'est le fait que la suite converge vers L. Donc, c'est ça. Donc, sa négation, c'est il existe epsilon, quel que soit delta, quel que soit x, donc il existe un x tel que, alors l'implication, ça veut dire qu'on a ça et on a et non ça, donc f de x moins L. Voilà, donc voilà, j'ai écrit la négation du fait que la limite lorsque x tend vers a de f de x égale à L, donc je prends la définition et j'écris sa négation. Voilà, alors maintenant, avec ça, j'ai ça. Alors chaque fois que vous avez quel que soit delta, il existe x, en analyse, vous pouvez construire des suites en prenant delta égale à 1 sur n. Donc si vous prenez delta égale à 1 sur n, il va exister un xn tel que xn moins a est inférieur à n et f de xn moins L est supérieur à epsilon. Donc là, qu'est-ce que j'ai? La suite xn, ben, il converge vers a, puisque on a ça, ça tend vers 0. Mais la suite f de xn ne converge pas vers L, puisque ça, cette distance reste toujours supérieure à un epsilon fixé. Et donc, j'ai montré non 2. 2, ça veut dire que toute suite xn qui converge vers A, f de xn converge vers L. La négation, c'est qu'il existe une suite qui converge vers A, telle que f de xn ne converge pas vers L. Et voilà. Alors ça, c'est vraiment le genre de démonstration qu'il faut apprendre. Parce que là, on a utilisé pas mal de choses. On a utilisé la contraposée, comment écrire la négation d'une assertion mathématique, etc. Donc là, bon, c'est les bases de la démonstration mathématique. Voilà, alors maintenant, donc voilà, on a ça. Alors, cette propriété peut être utilisée pour montrer que la limite n'existe pas. Ou pour montrer que la limite lorsque x de f de x est différent de L, eh bien, il suffit de construire une suite xn qui converge vers A, et la limite de f de xn ne converge pas vers N. Vous voyez là, au lieu, donc parce que la négation de ça, il existe, tout ça, donc là il suffit de construire une suite xn qui converge vers A, mais f de xn. Et pour montrer que cette limite n'existe pas, tout, ben vous pouvez construire deux suites qui convergent vers A, mais les limites f de xn et f de yn ont des limites différentes. Donc voilà, donc si vous avez ça, eh bien vous êtes sûr que cette limite n'existe pas. Parce que si cette limite existe, pour toute suite, les limites vont être égales. Mais là, puisque vous avez trouvé deux suites pour lesquelles les limites de f de xn et f de yn sont différentes, et bien voilà. Alors ça aussi, c'est une remarque très importante qui va apparaître plus tard pour les fonctions de plusieurs variables, où les limites se posent quelques problèmes et on peut utiliser les suites pour étudier ces fonctions. Alors, un exemple. Donc, je veux montrer que la limite lorsque x tend vers 0 de cos de 1 sur x n'existe pas.
Alors, donc pour cela, donc je considère ces deux suites. Je considère la suite xn égale à 1 sur 2n pi plus pi et yn égale à 1 sur 2n pi. Alors, si je calculais, ces deux suites convergent vers 0. Mais si vous calculez la limite de cos de 1 sur xn, donc c'est cos de pi, donc c'est moins 1. Et si vous calculez la limite de ça, donc c'est cos de 0, c'est 1, cos de 2n pi, c'est 1. Et donc on a ces deux limites sont différentes. Et voilà. Donc là, vous voyez sur cet exemple la puissance de cette proposition et son utilité pour montrer que les limites n'existent pas. Alors, un autre exemple, on va montrer que aussi la partie entière de x sur x, la limite n'existe pas. Alors, pour cela, je considère ces deux suites, xn, yn. Alors, ces deux suites tendent vers 0. Et je veux montrer que 1 sur x, n, e de xn, la limite est différente de cette limite. Alors, si vous calculez la limite de 1 sur xn, alors la partie entière de xn, c'est moins 1. Et donc 1 sur xn, ça donnera n. Donc ça, c'est la limite de n, c'est plus l'infini. Alors que ça, la partie entière, c'est 0. Et donc ça, la limite, c'est 0. Et donc, on a montré que cette limite n'existe pas. Alors, les opérations sur les limites, donc voilà, donc c'est des choses importantes. Donc, vous avez deux fonctions qui ont une limite en A. L'une égale à L1 et l'autre égale à L2. Alors bien sûr, A toujours plus l'infini moins l'infini, et lambda. Alors donc, la limite de la somme, c'est la somme. Si vous multipliez par lambda, c'est lambda. La limite du produit, c'est le produit. La limite du quotient, c'est L. Sauf s'il y a une indétermination. Donc, si vous avez 0 sur 0, ou l'infini sur l'infini, ou 0 fois l'infini, ou moins, plus l'infini, moins l'infini. Donc cela reste, alors bien sûr avec les conventions, plus l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini, plus fois moins l'infini, c'est moins l'infini, etc. Donc ces relations sont valables, sauf si vous avez une indétermination. Et donc là, dans les calculs des limites, toute la difficulté, c'est de résoudre l'indétermination. Voilà, alors donc pour montrer ça, ben, on va utiliser la caractérisation avec les suites. Donc je dois montrer, je prends une suite qui converge vers A et je calcule la limite de ça. Alors donc ça, c'est la limite de ça plus ça. Alors ça, je sais puisque la limite de f en A c'est L1, donc ça c'est L1 plus lambda L2. Alors donc vous voyez la caractérisation par les suites m'évite de montrer ces propriétés avec la définition des limites. Voilà, et donc là la même chose et là la même chose. Voilà, donc ça c'est la base des calculs. Donc une fois, donc là vous pouvez faire beaucoup de calculs maintenant. À partir de quelques limites que vous connaissez, vous pouvez calculer beaucoup de limites en utilisant la somme, le produit, le quotient. Alors par exemple, si je prends cette limite, alors il y a une indétermination, il y a 0 sur 0. Ici c'est 0 sur 0, donc j'enlève la détermination en faisant truc classique. Et donc ça c'est moins x, voilà, et quand je divise, ici je vais trouver le x va simplifier, donc l'indétermination va se lever, il va rester moins n demi. Alors les limites et l'ordre, là aussi donc vous avez deux fonctions qui ont une limite en 1.1. Alors bien sûr tout ça avec les limites infinies, ça, les choses restent. Alors si
la fonction f de x est inférieure à g de x, ben L1 va être inférieur à L2, donc par passage à la limite, l'ordre est respecté. Et vous avez le théorème des gendarmes, si une fonction est comprise entre deux fonctions qui convergent vers la même limite, et bien la fonction converge vers cette limite. Alors ça, c'est vraiment une propriété très très importante qu'on utilise souvent pour calculer des limites difficiles. Voilà, alors on peut montrer ça à l'aide des suites sans passer par la définition. Donc je prends une suite qui converge vers A. Donc ça veut dire que j'ai ça. Alors je sais que les limites, les suites se comportent bien avec l'ordre. Donc je peux passer à la limite et ça, puisque j'ai ça, donc j'ai L1 et là, puisque j'ai ça, c'est L2 et j'ai montré ça. Et la même chose pour le théorème, j'utilise le théorème des gendarmes pour les suites et j'ai ça. Et donc j'ai montré pour toute suite xn, j'ai montré que ça, et ça c'est la même chose que de dire ça. Alors exemple, alors vous voyez, donc ça va permettre de calculer des limites un peu compliquées. Donc voilà, donc j'encadre la partie entière, donc je sais que la partie entière de x est strictement supérieure à x moins 1 et inférieure à x. Et là, donc je multiplie par x carré, et donc j'obtiens un encadrement de ma fonction. Bon, ça tend vers 0, et ça tend vers 0, et donc la limite, c'est 0. Alors, maintenant, une autre limite qui apparaît un peu compliquée, donc on veut calculer ça. Donc je vais encadrer. Alors d'abord, donc j'écris que valeur absolue de f de x, là je multiplie par la conjuguée, donc ça fait ça, moins 4. Donc ça fait cosinus de 1 sur x moins 1, donc en valeur absolue, ça va donner ça, le x carré, et puis j'aurai multiplié par le conjugué en bas. Alors ça, c'est inférieur à ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est inférieur à 2, et ça aussi, c'est inférieur à 2. Alors pourquoi? Ça, c'est supérieur à 2. Donc, par passage à l'inverse, donc ça, c'est inférieur à 1 demi. Donc, j'aurai ici 1 demi, et ça, valeur absolue de ça inférieure à ça, plus ça, donc ça, c'est inférieur à 2. Donc, j'ai ça. Et donc, ça tend vers 0. Donc, la limite de valeur absolue de f de x égale à 0. Donc, la limite de x égale à 0, puisque x est positif. Et voilà. Alors, maintenant, la limite à droite et la limite à gauche. Ça aussi, c'est très utile. Alors, on va définir dans la définition. Alors ici, on va utiliser, donc si on va dans des définitions équivalentes. Alors, je dis que la limite à droite en a de f de x égale à L. Si seulement si, pour tout voisinage de v de L, donc L peut être infini, donc je prends là, donc là, vous adaptez. Et donc là, au lieu de prendre x, voilà, je prends juste x entre A et A, donc à droite, pour les x qui sont à droite, entraîne que f de x appartient à V. Et je peux aussi utiliser les suites. Donc si j'ai une suite de points qui est supérieure à A, la limite de xn égale à A entraîne de f de xn égale à L. Voilà, donc là, ce qui a changé par rapport à c'est juste ça, ou bien pour les suites, prendre des suites, donc il faut approcher A à droite. Vous approchez A à droite, et vous aurez la limite à droite. Et la limite à gauche, ben, c'est la même chose. On approche A à gauche, donc là on est ici. Et pour les suites, ben, je prends des suites qui viennent à gauche.
Voilà, donc c'est ça la notion de limite à droite et limite à gauche. Alors le résultat fondamental, c'est que si les limites à droite et les limites à gauche sont égales, alors la limite est égale à L. Voilà, alors ça c'est facile. Bon, bien sûr, si vous avez ça, parce que si ça veut dire que si vous avez ça, ça veut dire que n'importe quelle manière vous approchez A, vous allez arriver. Et si vous avez ça, eh ben, puisque dans R, eh ben, vous êtes soit à droite, soit à gauche. Si vous prenez un X dans I, eh ben, soit X il est plus petit que A et supérieur à X à moins R, soit il est supérieur. Donc voilà, puisqu'on n'a que deux choix, et donc on a cette équivalence. Alors ça, ça peut être utile pour montrer des limites. Par exemple, si pour calculer la limite de x partie entière de x, ben, je regarde ce qui se passe à gauche. À gauche, j'ai partie entière de x égale à moins 1, donc ça donne moins x. Mais bon, la limite, c'est toujours 0. Et pour x supérieur à 0, la partie entière, c'est 0, et la limite, c'est 0. Donc, la limite à droite et la limite à gauche sont égales. Et voilà, on a montré ça. Alors on peut utiliser ça pour montrer que la limite n'existe pas. Si vous montrez que la limite à droite est différente de la limite à gauche, et bien la limite n'existe pas. Alors voilà un exemple classique, c'est la valeur absolue de x sur x. Donc si x est négatif, ça c'est égal à moins 1. Donc la limite c'est moins 1. Et si x est positif, c'est égal à 1 et la limite à 1. Donc la limite à droite, à gauche c'est moins 1 et la limite à droite c'est 1. Et donc la limite n'existe pas. Voilà, alors on va finir, donc le scoop, on va finir par une limite assez difficile. Et donc là c'est bien de voir, voilà, donc on va calculer cette limite-là. Donc ça c'est un bonus. Donc là vous voyez que il y a une indétermination. Si vous faites x égale à 2, vous allez trouver ici 1, moins 1 c'est 0, ici 1, moins 1 c'est 0. Alors si vous essayez de calculer là, alors on verra donc, on peut utiliser la règle de l'hôpital. Mais pour le moment, on va faire comme si on ne connaît pas la règle de l'hôpital. Voilà, donc on va utiliser un petit calcul. Donc là, c'est intéressant pour vous de voir ce calcul. Alors, comment on va calculer cette limite? Alors d'abord, donc je pose ça égale à a de x, ça c'est p de x, ça c'est c de x, et ça, voilà, donc la limite c'est a de x moins p de x sur c de x moins p de x. Et je vois que a de 2, p de 2, c de 2, tout ça égale à 1. Et j'utilise la formule a à la puissance 6 moins b à la puissance 6. Donc a à la puissance n moins b à la puissance n. Donc c'est a, ça va être x moins 1. Si vous faites a à la puissance 6, ça va être x moins 1. b à la puissance 6, c'est 3 moins x. Et si vous faites c à la puissance x, vous allez avoir ça. Mais ça c'est, on a une formule a à la puissance n moins p à la puissance n égale à a moins p fois p de x. Et la même chose, et p de x, je vais le donner. Voilà, donc p de x égale à ça. Alors ce qui va nous intéresser, c'est p de 2. Si vous regardez, puisque ça, a égale à 1, 1, 1, donc p de 2 va être égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc 6 fois, donc égal à 6, et q de 2 égale à 6. Donc je vais avoir là égal à 7. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, non, seulement 6. Donc c'est 6. Voilà, donc bon, là c'est 6.
Et la formule que j'ai utilisée, c'est ça. C'est a à la puissance n moins p à la puissance n égale à 1 moins p fois 700. Donc c'est ce que c'est les produits AK Bn moins 1 moins k. Voilà. Donc là c'est 5, là c'est 1 plus 4, 2 plus 3, 3 plus 2, 4 plus 1 et 5. Toujours là, les puissances c'est 5. Donc j'ai ça. Donc, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que a de x moins p de x égale à ça, sur p de x. Et à la limite, je connais p de 2, donc c'est 6. Et q de 2, c'est 6. Donc, voilà, donc je vais écrire ça. Alors maintenant, ça, je peux le factoriser. Et c'est là où l'indétermination va partir, puisque là, il y a 2 en facteur. Il y a x moins 2 au facteur et x moins 2 en facteur. Et donc, voilà, donc je calcule ça. Donc, je trouve x moins 2 fois ça. Et ici, je trouve x moins 2 en facteur. Donc, quand je calcule ça moins ça, donc c'est ça. Alors ça, c'est ça sur p de x. Et ça, c'est ça sur q de x. Et je simplifie ici. Et donc, l'indétermination va partir. Alors, puisque ça, c'est q de 2 égale à 6 et p de 2 égale à 6. Donc, je vais rester ici. Et voilà, et on trouve, voilà, je remplace ici x par 2, donc ça fait 4 moins 14 ici et ici 1, donc ça trouve 4. Alors vous pouvez vérifier qu'avec la formule de l'hôpital, vous trouvez la même chose. Voilà, et donc on arrive à la fin. Donc là, toujours, si vous êtes resté jusque-là, donc n'oubliez pas de liker, s'abonner et partager pour encourager. Et là, donc voilà, on continuera cette playlist. Je ferai la prochaine vidéo sur la continuité. Ensuite, il y aura une vidéo sur la dérivabilité. Voilà, alors voilà, et je vous remercie.